disponible. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Il est 7h43, merci d'être avec nous. C'est le petit déjeuner politique de Florian Philippot, président des Patriotes et député européen. Oui, bonjour Florian Philippot. Bonjour. Crise diplomatique donc entre la France et l'Italie. La France qui rappelle son ambassadeur. Suite selon le Quai d'Orsay à des déclarations outrancières. Et puis la venue sur notre territoire aussi d'hommes politiques italiens aux côtés des Gilets jaunes sans prévenir. Qui est responsable vraiment de cette crise selon vous, Florian Philippot ? Elle est presque amusante cette crise parce qu'on a l'indignation quand même sélective. On est en permanence, notre pays en permanence est victime d'ingérence. Je rappelle quand on avait appris cet espionnage américain généralisé, y compris jusqu'au président de la République qui était espionné. On parle là d'Italiens qui viennent faire campagne en France. Enfin, écoutez, moi j'étais candidat dans l'Est, il y avait Monsieur Schulz allemand qui venait faire campagne contre moi en France, sur le sol français. J'ai pas entendu à l'époque le gouvernement français le déplorer ou s'en émouvoir. Et puis on est dans un système qui s'appelle l'Union européenne où c'est l'ingérence permanente de toute façon. Ce sont d'autres qui décident de toutes nos politiques, de toutes les politiques qui s'appliquent. Donc c'est l'indignation sélective. En oubliant au passage certaines choses, certains torts que nous avons eus, c'est que c'est bien Emmanuel Macron qui parlait de lèpre populiste quand il parlait du gouvernement italien. Ah non, il visait en fait la lèpre globalement en Europe, donc les pays d'Europe centrale, et puis l'Italie. En regardant un petit peu plus l'Italie quand même, parce que dans le temps, ça correspondait bien à l'arrivée du gouvernement italien. Et puis, c'était bien son Premier ministre, son porte-parole, M. Attal, qui avait dit, ou un des porte-paroles de la majorité en tout cas, qui avait dit que la politique du gouvernement italien était à vomir, je cite. Donc ça s'appelle quand même, c'est pas non plus très amical. Écoutez, au bout d'un moment, il faut pas s'étonner. Pour être respecté, il faut être souverain. Pour être respecté, il faut être souverain. Et pour être respecté, il faut respecter les autres. Voilà, tout simplement. Mais est-ce que Emmanuel Macron doit rencontrer Salvini, par exemple, qui demande à le voir ? Mais oui, il faut toujours se rencontrer. On ne va pas rentrer en guerre avec l'Italie, ni avec aucun autre pays, d'ailleurs, dans le monde, je l'espère. Il faut discuter, mais il faut se respecter. C'est tout. Il y a des divergences d'opinion entre ces deux pays. Eh bien, il faut les assumer. Et il faut... Mais si vous voulez, si on veut sortir de l'ingérence, il faut sortir de l'Union européenne. Enfin, je veux dire, ça, c'est assez drôle aussi. Ça, c'est votre discours. Non, mais il faut être cohérent. Parce que sinon, si on sort de l'Union européenne, on va aller vers cette guerre, vers ce conflit, regardez, justement. la preuve, c'est bien au sein de l'Union européenne. On nous a dit l'Europe, c'est la paix. Moi, je dis qu'un système d'ingérence permanente ne peut faire que monter les tensions entre les pays. Voilà, ça ne peut faire que monter les tensions. Si les nations étaient libres et qu'elles se respectaient et qu'elles coopéraient intelligemment, de manière positive, de manière amicale et fructueuse en Europe et dans le monde, je vous assure qu'il y aurait moins de tensions. Parce que la situation serait beaucoup plus naturelle. Est-ce que finalement, alors poursuivre ce que vous dites, Florian Philippot, on ne peut plus dialoguer véritablement ensemble quand on a des points de vue divergents sur la conduite à suivre pour mener l'Europe, quoi. Eh bien, entre ce que dit Emmanuel Macron... C'est le problème d'être dans le même corset. Oui, tout à fait. C'est normalement les pays, vous savez, on ne reconnaît que des pays, non pas des régimes. Donc normalement, on peut discuter, même quand on est en grande divergence avec des nations du monde sur la politique à conduire. Mais quand on est dans le même corset, on partage la même monnaie, les mêmes frontières extérieures, la même politique budgétaire, les mêmes directives qui s'appliquent, c'est vrai que ça rend les choses en fait plus conflictuelles paradoxalement, et non pas plus paisibles. C'est pas anodin lorsqu'on est en train de vivre là quand même avec l'Italie. Et ça risque d'être très dangereux ou pas ? Parce que c'est vrai que nos deux pays, puis on voit des déclarations de chaque côté, même en Italie aujourd'hui, de plus en plus de déclarations en disant les Français, ils accueillent entre guillemets des terroristes. Eux-mêmes rejettent aussi en fait des migrants. C'est bon. Je suis pas non plus fondamentalement inquiet. Je pense pas qu'on soit au bord d'une guerre entre la France et l'Italie. Non, mais séparation. Mais ce sont de vraies tensions. C'est quand même inédit depuis la Seconde Guerre mondiale. Il y a des mots extrêmement forts et il faut la désescalade. Je crois que toutes les personnes raisonnables voudront la désescalade. On est en train de fermer les frontières, si je puis dire, de l'Angleterre avec il y a le Brexit, donc quand même. Mais ça, c'est autre chose. Mais ça y participe quand même. Non, ça c'est autre chose. On n'est pas en guerre avec le Royaume-Uni. Enfin, je sais que certains voudraient qu'on le soit, parce que j'ai bien compris. J'ai écouté Mme Pécresse hier qui disait que il fallait absolument que le départ des Britanniques soit douloureux pour le peuple britannique. Il faut être fou pour dire un truc pareil. Il faut être complètement fou. Donc, et Monsieur Tusk Donald Tusk, un des dirigeants de l'Union européenne, qui dit il faut que les
Brexiteurs aient une place en enfer. Donc, vous voyez bien, là, c'est une secte. Là, l'Union européenne se comporte comme une secte, c'est-à-dire que quand on la quitte, on se fait insulter. Ça elle démontre ce qu'elle est, elle démontre son odieux visage, et moi, je pense qu'on peut avoir des relations parfaitement amicales, à condition qu'on soit libre et souverain. Oui, alors vous êtes le seul quand même partisan, avec Asselineau, me semble-t-il, c'est ça, à encourager le Frexit, c'est-à-dire ce qui se passe en Angleterre pour la France. Mais pourquoi même le Rassemblement national a abandonné cette idée? Oui, et pourtant, elle n'a jamais été aussi élevée parmi les Français, puisqu'il y a un sondage IFOP qui est sorti il y a 2 jours, 40% des Français sont pour le Frexit. 40%, on n'avait jamais atteint un taux pareil. Et oui, c'est vrai qu'on est, en ayant des députés sortants, nous sommes les seuls, aux Patriotes, à défendre effectivement le Frexit, c'est-à-dire la sortie de la France de l'Union européenne. Le Rassemblement national a abandonné complètement cette idée, veut rester dans l'Union européenne, veut rester dans l'euro, et donc veut rester dans Schengen, au passage, pour ceux qui s'intéressent et qui votent pour eux sur des questions migratoires, et va même faire élire 2 députés, M. Mariani et M. Garot, alors qu'ils avaient voté comme Sarkozy le traité de Lisbonne, c'est-à-dire le traité qui a annulé le nom des Français à la Constitution européenne, ce qui est une véritable trahison. Écoutez, c'est leur problème. Voilà, ils ont raisonné en termes électoralistes à courte vue, mais je crois qu'ils se trompent lourdement. Ils ont donc un discours maintenant qui est mensonger et inefficace. Nous avons un discours de vérité qui est cohérent et qui est surtout très efficace. On ne peut rien faire en termes économiques, en termes de pouvoir d'achat, pour protéger les Français, apporter du bien-être à notre population. Si on n'est pas sorti de l'Union européenne. Florian Philippot, quand vous dites nous, c'est qui nous? Quand vous vous retournez, il y a beaucoup de monde derrière vous? Vous êtes un peu seul? Non, j'ai l'impression que vous êtes un peu seul, non? Non, nous aurons, je vous dis, 40% des Français sont pour le Frexit. Oui, mais d'accord. Nous aurons une liste. Nous aurons une liste. Oui, nous aurons une liste aux élections européennes. Je l'amènerai. Mireille Dornano, ma collègue au Parlement européen, qui se bat d'ailleurs comme une lionne contre les pesticides, puisqu'elle est, elle est coordinatrice de la commission anti-pesticides là-bas, et qu'on fait beaucoup de choses. Nous, on est vraiment très actifs sur le sujet. Eh bien, sera 2e de liste. Et puis, il y aura du monde, et il y aura des gilets jaunes. Asselineau. Et il y aura des gilets jaunes sur la liste. Est-ce que vous pourriez... moi, j'ai tenté. À Asselineau, j'ai tout fait. J'ai tout fait pendant des mois pour essayer ne serait-ce que de le rencontrer. Et alors? Mais j'ai compris que Sa Majesté Asselineau bossait non pas pour le Frexit, mais pour Asselineau. Ah oui, d'accord. Alors que chez lui, il y a des cadres, par contre. D'ailleurs, on a son secrétaire général, Thibault Longeon, qui nous a rejoints. Et il y a beaucoup de militants et d'adhérents très sincères, très sincères dans leur démarche. Alors lui, c'est arrogance puissance 100. Oui, et vous disiez juste avant... mais donc, je ne ferme pas la porte. Si un jour il veut quand même qu'on discute, je suis disponible. Oui, des gilets jaunes, il y en aura sur votre liste, alors? Oui, il y aura des gilets jaunes. Finalement, la liste des gilets jaunes, c'est Florian Philippot, alors? Non, j'ai pas du tout cette prétention de le dire, mais simplement, moi, ce sera pas des porte-paroles médiatiques ou des gens qui vont le soir dîner chez Monsieur Bernard Tapie. Non, ce seront des gens qui sont sur les ronds-points depuis le départ, des mères de famille, des smicards, des gens des artisans, des gens qui se battent, des retraités qui sont dans la difficulté, et je veux leur ouvrir les portes, s'ils sont volontaires évidemment, et je peux vous assurer qu'on a eu des dizaines et des dizaines de candidatures, et qu'on est en train de les étudier de près. Et pourquoi pas prendre aussi quand même quelques porte-voix de ces gilets jaunes qui ont été connus un peu plus médiatiquement? S'ils ont une sincérité, pourquoi pas? Moi, je me méfie toujours de cela quand je vois que ça commence à dériver vers une instrumentalisation. Je parlais de Monsieur Tapie ou des macronistes. Oui, et Maxime Nicole, par exemple, tous ces gens-là, Éric Drouet. Oui, Éric Drouet, je connais. Maxime Nicole, je connais moins, mais je ne les connais pas tous non plus. Ah oui, d'accord. Non. Non, mais vous avez eu des contacts avec eux? Éric Drouet, je pense que c'est un homme très sincère, voilà, mais je ne suis pas du tout certain qu'il ait envie. Moi, je lui ai rien demandé, et lui, je crois qu'il n'est pas du tout demandeur. Oui, non. Non, je crois qu'il n'a pas du tout envie de faire de la politique. Bon. Venons-en aussi, Florian Philippot. Donc, on a bien compris, vous allez mener une liste pour les européennes et vous allez accueillir des gilets jaunes. Oui, une liste qui se battra pour la République sociale. La République sociale et donc la République souveraine. Oui. On a appris hier aussi que la chef de la sécurité de Matignon, ça c'est une autre affaire, a démissionné afin d'écarter toute polémique, si je puis dire, parce qu'elle est soupçonnée d'avoir enregistré la conversation Kras Benalla publiée par Mediapart. Qu'est-ce que ça signifie en fait pour vous, cette affaire Benalla, en fait, aujourd'hui, là où on en est? Moi, ce qui me frappe, c'est que il se passe toujours quelque chose quand ils sont rattrapés par la patrouille médiatique. C'est-à-dire qu'il ne se passe jamais rien s'il n'y a pas Mediapart qui sort quelque chose, ou Le Monde qui sort quelque chose, ou un autre organe de presse qui sort quelque chose. Là, il s'est passé quelque chose parce que Mediapart a sorti
les enregistrements. Et d'ailleurs, 2 jours après, ils étaient perquisitionnés, ce qui est incroyable, pour soi-disant atteinte à l'intimité, à la vie privée de quelqu'un qui n'a même pas porté plainte. C'est-à-dire que c'est le parquet qui s'auto-saisit, grand justicier, pour aller défendre M. Benalla et M. Kras sur leur vie privée. Tout ça est ridicule et très inquiétant sur le fonctionnement de notre justice. Mais en tout cas, ça bouge quand il y a une révélation médiatique, sinon ça ne bouge pas. Ouais. Sinon nous n'apprenons rien. Donc il faut que la presse reste libre, c'est ce que vous dites aussi ce matin. Ça j'en suis persuadé depuis le début, mais surtout ça veut dire que le gouvernement et la présidence de la République sont empêtrés dans le mensonge, la dissimulation et l'obscurité sur ce sujet-là, et c'est une affaire de plus en plus grave, puisque nous découvrons maintenant des contrats avec des oligarques russes dans des sociétés de sécurité, alors avec quelqu'un qui travaillait à l'Élysée et qui avait accès évidemment au secret défense. Tout ça est extrêmement inquiétant. Et la présidence de la République ne veut pas donner la vérité. Oui, Florian Philippot, est-ce que vous ne vous sentez pas un peu vieux aujourd'hui quand vous regardez les tentes de liste aux européennes et un certain Jordan Bardella, 23 ans à la tête du Rassemblement national? C'est vrai que ça ne nous rajeunit pas tout ça, mais mais je ne suis pas non plus encore... ça va, Non mais 23 ans à la tête d'une liste aux européennes, c'est sérieux ça, au Rassemblement national? Les jeunes ont le droit les très jeunes ont le droit d'être candidats, il n'y a pas de problème. Après, mais quand même, le Rassemblement national mené par un jeune. Mais ça, c'est à la limite. Mais vous les connaissez encore? Oui, moi je connais Jordan Bardella, j'ai rien contre lui, mais je pense que c'est pas tout à fait lui qui mène la danse et qui mène la ligne. Aujourd'hui, je vous assure que c'est plutôt un monsieur Mariani qui décide de la ligne au Front National. J'ai vu, il est arrivé, il a mis les pieds sur la table en disant de toute façon, on va abandonner la sortie de l'Union européenne, la sortie de l'euro, on va abandonner l'ISF, puisqu'il a demandé aussi la suppression de ce qui reste de l'ISF. Moi, je pense l'inverse, je pense qu'il faut remettre en place l'ISF et qu'il est suivi sur tous les sujets par le Front National qui se rallie complètement à lui. C'est lui qui détermine la règle, c'est-à-dire en fait un retour au Front National des années 80. Vous espérez qu'il y ait certaines personnes qui partent du Rassemblement National pour vous rejoindre? Il y en a déjà. Moi j'ai déjà des élus qui depuis cette liste m'ont contacté et qui se disent on retourne aux années 80, c'est-à-dire l'européisme et l'ultralibéralisme, ça les intéresse pas. Le mot de la fin, Florian Philippot avec Cécile de Ménibus. Est-ce que la France est encore une démocratie? Très peu, non. Je considère qu'il y a des apparences de démocratie, mais que en fait l'événement fondateur pour moi ça a été la rupture sur le vote non des Français à la Constitution européenne en 2005 par référendum, vote qui a été annulé. C'est pour ça que je parlais de la trahison du traité de Lisbonne. Depuis ce temps-là, il y a un vrai problème. D'abord, nous n'avons plus jamais fait de référendum. Et par ailleurs, je vois dans la majorité des responsables politiques, le Premier ministre en tête, qui sont très effrayés à l'idée de démocratie directe. Le RIC me hérisse. Moi, je pense qu'il faut le RIC, et je le pense depuis très longtemps, le référendum d'initiative citoyenne. Il n'a pas l'air d'être totalement contre Emmanuel Macron, quand même, non? Oui, mais enfin, il a plutôt l'air contre. Et dès que je vois un En Marche, il est totalement contre. Et pour moi, ça témoigne d'une peur du peuple. Et c'est vrai que la brutalité tous les samedis dans les manifestations, moi, j'espère qu'il y aura du monde pour l'acte 13, une grande brutalité, des yeux crevés, des gens cabossés, des gueules cassées. C'est extrêmement inquiétant. Je vous rappelle que quand il y a eu les émeutes de 2005, alors qu'en face de la police, il y avait des gens infiniment plus violents que ce qu'on voit tous les samedis, eh bien, il y avait des consignes de retenue. Et je pense que c'était bien. Et j'ai pas le souvenir qu'il y a eu des dizaines d'yeux crevés, etc., dans ces conditions-là. Il n'y a pas une mort dans les manifestations. Il y en a eu en parallèle, mais pas dans les manifestations. On évolue très mal. Il est temps de remettre de la démocratie directe. Mais vraiment, en créant le RIC, mais je pense que vous savez de quoi on est malade? Cette démocratie française est malade. Elle est malade de ne plus être souveraine. Et vous avez un invité surprise. Kenavo, mon cher Florian, n'est-ce pas? C'est Jean-Marie Le Pen, ton ex-beau-papa. Jeanne, Florian est de retour. Je vois que vous avez repris confiance et couleur, n'est-ce pas, après notre échauffourée à fleur et moucheté, dû à cette maudite couscous party, durant laquelle, à défaut de quenelle, c'est la merguez qui fit déborder la couscoussière, n'est-ce pas? Mais vous qui fûtes visionnaire, mon cher Florian, car désormais, ce plat à base de semoule et d'harissa s'apprête à s'inviter au patrimoine international de l'UNESCO. Alors, voici ma question. À défaut de siéger comme membre à part entière à l'UNESCO, regrettez-vous de ne plus être membre permanent du Front National, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Je crois y avoir répondu. Quand j'ai vu l'évolution, le retour justement au Front National que vous incarnez, voilà, eh bien, je me dis que j'ai bien fait de partir. Moi, vous savez, je suis issu du chevènementisme, je suis issu du gaullisme social, et ma place n'est j'ai payé pour voir. Et en fait, ma place n'était pas là, et surtout vu la manière dont ils ont évolué. Oui, merci Florian Philippot, président des Patriotes et député européen, était l'invité de Sud Radio ce matin. Et puis Dany Moreau qu'on retrouve à 8h20. Merci d'avoir été avec nous, 7h57.